De la terre et de la mer à l'assiette, l'aliment se transforme et parcourt tout un circuit pour se rendre jusqu'au consommateur. L'agriculture et les pêches commerciales donnent le ton à cette chaîne de valeur en assurant une part importante de l'approvisionnement indispensable à l'industrie alimentaire. Présente sur l'ensemble du territoire du Québec, l'agriculture et les pêches commerciales entretiennent une relation étroite avec le territoire et l'environnement. En outre, elles contribuent au dynamisme régional et local. Importants utilisateurs des terres et des ressources naturelles, les entrepreneurs et les travailleurs de ces secteurs façonnent les paysages et concourent à la sécurité alimentaire de la population. Les 2 tiers des recettes agricoles québécoises proviennent des productions animales et le tiers des productions végétales. Les crustacés représentent près de 90 % de la valeur des débarquements, tandis que la production aquacole est principalement axée sur la truite arc-en-ciel et l'omble de fontaine. La mise en marché collective est le mode de commercialisation privilégié pour 85 % de la production agricole et plus de 50 % des débarquements. Le système de gestion de l'offre couvre près de 40 % de la production agricole et plus de 25 % de l'activité de la transformation alimentaire du Québec. Au cours des prochaines années, différents facteurs pourront agir comme catalyseurs de développement. Ce sont la croissance de la population mondiale, les nouvelles tendances alimentaires et l'intérêt des consommateurs vis-à-vis la saine alimentation, ainsi que l'ouverture de nouveaux marchés. Les atouts sont nombreux. Le Québec se distingue par la grande diversité de ses secteurs de production. Il recèle de potentiels qui peuvent être dynamisés par la mobilisation des acteurs, qu'ils soient d'une même région ou d'une même filière. Le système d'innovation bénéficie d'un vaste réseau d'établissements de recherche et de transfert technologique. Le maintien et l'essor d'entreprises rentables reposent sur une maîtrise de multiples compétences de la part des entrepreneurs. Bien gérer les risques et réaliser des investissements judicieux, se soucier de l'environnement, des ressources et des attentes sociétales, suivre l'évolution des marchés et s'adapter rapidement aux nouvelles technologies représentent tous des défis constants. Les secteurs agricoles et des pêches commerciales font également face à des défis de taille. Plusieurs entreprises seront appelées à changer de main au cours des 10 prochaines années et la relève sera particulièrement sollicitée. Le marché de l'emploi entre les secteurs de l'activité économique est très compétitif. Les enjeux environnementaux et leurs effets sur la santé humaine sont des préoccupations majeures pour le secteur bioalimentaire et la société québécoise. À ceci s'ajoute la lutte au changement climatique et la réduction des gaz à effet de serre. Les préoccupations relatives au bien-être des animaux d'élevage et à l'antibiorésistance sont grandissantes. Cela se traduit notamment dans les exigences des acheteurs de l'industrie alimentaire quant aux pratiques d'élevage. Les terres agricoles et les ressources marines sont des ressources limitées et stratégiques qui procurent de multiples bénéfices pour le Québec et les régions. La superficie de la zone agricole est globalement stable, bien qu'une perte de terre de bonne qualité est observée aux fins de l'urbanisation. Mettre en valeur le territoire et l'exploiter à son plein potentiel constitue un des meilleurs moyens d'assurer la pérennité de ces ressources. Plusieurs initiatives pour valoriser le territoire et les activités agricoles ont émergé dans les dernières années. Pensons à la mise en marché de proximité, à l'agrotourisme, à l'émergence de nouvelles productions ou de produits de qualité spécifiques, au développement de filières territorialisées, à la reconnaissance d'appellations réservées et de termes valorisants. Bien comprendre la réalité des entrepreneurs agricoles et des pêcheurs québécois, les défis qu'ils doivent relever ainsi que les occasions de développement qui se présentent à eux sont autant d'éléments à considérer pour cibler les meilleurs leviers et s'assurer un avenir prospère. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette 3e rencontre préparatoire au sommet sur l'alimentation. Dans un premier temps, je me présente, je suis Lionel Levac et c'est moi qui animerai cette journée et qui, au besoin, aurai à faire respecter les temps impartis à chacune des interventions.
Quelques indications. Je vous rappelle tout de suite que selon les règles établies, Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Monsieur Laurent Lessard, a en tout temps priorité de parole. Aujourd'hui vont surtout ressortir de nos travaux et discussions les points de vue des gens de la capture, les pêcheurs, et des agriculteurs ou producteurs agricoles, si vous préférez. La première rencontre l'automne dernier avait fait place prioritaire aux consommateurs. Celle de février était particulièrement dédiée aux transformateurs et commerçants. Il faut garder en tête que l'objectif ultime de la démarche est de doter le Québec d'une politique bioalimentaire qui devra assurer les meilleures conditions d'évolution à tous et dans tous les secteurs et viser à travers tout cela la satisfaction des consommateurs. Prioritairement, bien sûr, ceux d'ici, mais également ceux des marchés extérieurs que nous avons le potentiel d'approvisionner. Quelques directives rapidement. S'il vous plaît, si ce n'est déjà fait, placez vos téléphones et autres appareils en mode silencieux. Par Twitter, vous pouvez en tout temps communiquer avec l'équipe du sommet sur l'alimentation et partager des idées, des commentaires. Le mot-clic est « Sommet Alim QC ». Il y aura captation vidéo des discussions dans cette salle plénière et les enregistrements seront disponibles sur le site du sommet dans les prochaines heures. Et saluons donc ceux et celles qui vont suivre nos travaux avec un petit décalage. Je vous souhaite donc une excellente journée et pour lancer nos travaux, j'invite le député de Frontenac, ministre des Transports et ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, M. Laurent Lessard, à nous adresser la parole. Monsieur Lessard. Alors, bon matin tout le monde. Vous allez bien? Tout le monde est en forme? Moi, je suis en forme, en tout cas. Je vais vous dire une affaire, ça me motive beaucoup, cette rencontre-là, donc une troisième, auquel j'ai eu la chance de participer donc à Drummondville il n'y a pas si longtemps. On va revenir un peu sur les événements, mais juste pour un matin saluer le travail de Lionel Levac, qui a tellement travaillé de bonne heure à la radio que même il demande qu'il fasse noir quand il parle maintenant. Alors donc, pendant que je m'emmenais ici ce matin, je me suis dit, bon, vive un troisième lien. Non, c'est une joke, parce qu'il y avait pas mal de congestion sur nos routes, mais j'ai eu l'occasion en début de semaine, puisqu'on n'est pas à l'Assemblée nationale, puis je suis bien content de ça. Ça me permet d'être sur le territoire, puis j'étais dans le Binière à me promener, donc j'étais dans le coin de Sainte-Françoise pour voir la beauté des terres. Tout le monde est d'un champ. J'ai organisé qu'il y ait de la pluie aujourd'hui. Pas sûr que les semences, il n'y a pas personne qui pense à sa journée. Mais je voyais la beauté du territoire, le travail des agriculteurs qui sont levés beaucoup plus de bonne heure que moi ce matin-là, même si j'étais à 7 heures dans le rang. Je voyais déjà la machinerie qui était au champ. Je voyais donc une machinerie qui a beaucoup changé. L'assistance aussi technologique. Je voyais aussi la qualité, la gestion rigoureuse des terres. Je voyais, il y avait une entreprise qu'on connaissait à Sainte-Françoise à grande dimension, donc de taille familiale, mais à grande dimension. Donc, c'est intéressant de voir que tout le monde est en activité. Et ça me rappelait aussi que pendant qu'on travaille sur la terre, à nourrir préparer le garde-manger des Québécois, d'autres ont pris la mer. D'autres ont pris la mer, donc sont retournés cueillir la ressource de façon responsable, dans le but de nourrir aussi notre monde. Donc, il devient aussi une activité économique fort importante. Les crevettiers sont retournés, donc trouver de la ressource. Donc, les conflits sont réalistes, c'est-à-dire les arbitrages, pas des conflits, mais des arbitrages. Comme quoi, donc, aussi dans le domaine du travail, dans le domaine maritime, quand on étend le territoire vers le territoire maritime, beaucoup d'activités économiques sont importantes pour l'ensemble du Québec. Ce qui campe aujourd'hui nos deux réalités, c'est-à-dire la production, qu'on parlera tantôt de producteurs, d'agriculteurs, puis je tiens à vous le mentionner, la politique bioalimentaire du Québec, ça sera aussi pour les amoureux de la première agriculture, les agriculteurs urbains, que je dirais. Donc, tous ceux qui aiment l'agriculture, qui s'y intéressent, au Québec, l'agroalimentaire, de la production à la transformation, ce qui mérite d'être fait en agroalimentaire mérite d'être bien fait.
bien documentés, instruits. On a tous intérêt à augmenter nos connaissances, parce que la connaissance, elle est disponible. Parfois par la machine à images, parce qu'on peut avoir des références rapidement, souvent à travers aussi des instituts qu'on a créés au fil des années, des centres de référence, donc l'ensemble de la production. On n'est pas seulement local, on est aussi devenu international par nos produits, par nos entrepreneurs, par nos façons de faire qui se distinguent. Si l'ambition du Québec, c'est de d'abord nourrir notre monde, il y en a qui veulent nourrir que leur famille en produisant. Il y en a qui veulent nourrir la famille d'à côté. Peut-être veulent nourrir le village. Peut-être qu'ils veulent nourrir, puis pour eux autres, exporter, c'est seulement changer de région. Pour eux autres, exporter, c'est peut-être juste accéder à la table des chefs qui nous a permis de manger des petites patates bleues, puis de faire des productions spécialisées, donc pour accéder à tel restaurant, à tel hôtel qui va priser des produits locaux, des produits régionaux, qui va les mettre en valeur, qui va les traiter, qui va les différencier seulement par sa transformation, de la façon de l'aménager. Puis il y en a d'autres qui veulent nourrir, donc, une autre région du Québec. Donc, c'est aussi ça, la politique bioalimentaire. Elle est territoriale. Il faut être capable de développer les potentiels qu'il y a dans nos régions. Pas ce qu'on souhaite leur faire produire, mais ce qu'ils souhaitent produire en respectant aussi autant ces sols, la qualité de l'eau, de l'air, la gestion des produits, donc la qualité des aliments, qui répond à un impératif de, se nourrir et nourrir donc les consommateurs qui exigent et demandent. Parce que c'est eux à qui il faut répondre. Chaque personne a un client. C'est qui le client? Moi, c'est vous autres. C'est clair. C'est vous autres. Alors donc, moi, je dois vous servir. Mais ceux qui produisent pour, peut-être le produit sans transformation, de la mer à la table, c'est facile. Pour d'autres, ce sera par une série de transformations. C'est qui le client? Et à lui qui transforme, c'est qui son client? Mais ultimement, ce sont les consommateurs de la planète qui exigent, demandent, etc. Ce qui nous a amené donc au gouvernement donc, de préparer, puis on le sait, on est en route, comme M. Levac disait tout à l'heure, vers la politique bioalimentaire. La première rencontre, auquel je n'ai pas eu la chance de participer, mais j'ai eu la chance de relire quand même ce qui avait été fait, qui était donc, la première avait été à l'écoute des consommateurs d'aujourd'hui et de demain. Évidemment, comme je disais dans mon introduction, c'est eux les clients. Alors donc, on avait à cette occasion-là eu le conférencier Ricardo Larrivé, qui était un animateur, mais surtout un grand entrepreneur, qui, par sa connaissance puis sa façon de faire la promotion, nous donne accès à beaucoup de produits du Québec, à des petites recettes. Moi-même, là, quand je le rencontre, je dis « Ricardo, je l'ai faite cette année-là, la dinde à Ricardo. » J'ai acheté tous les produits, puis j'ai même racheté la cocotte, là, il n'y a pas longtemps. Alors donc, à ce moment-là, on avait eu les experts, qui étaient Joanne Labrec, professeure de marketing de HEC, Hélène Laurando, nutritionniste bien connue, animatrice, et M. Munoz Urena, professeur d'université. Les trois sujets étaient satisfaire les consommateurs, donc des consommateurs aux préférences variées, répondre aux demandes des consommateurs à l'égard de la santé, donc, et maintenir et renforcer la confiance des consommateurs. Ce qui a été ressorti, c'est les connaissances sur les aliments, l'alimentation, ainsi que sur le secteur bioalimentaire, qui doivent être améliorés davantage accessibles afin de faciliter les choix des consommateurs, qui est fondamental d'informer et d'éduquer le plus possible les jeunes ou la nouvelle génération, pas parce que les vieux comme moi n'ont pas besoin. Tous les jours, on doit continuer de se questionner et de regarder ce qu'on mange, de la façon dont on mange et qu'est-ce que ça contient, c'est important. Puis il y avoir un dialogue permanent qui doit être instauré donc, entre les partenaires du secteur bioalimentaire, les représentants des consommateurs, de la société civile, des gouvernements, et afin d'accroître la compréhension mutuelle des besoins, des contraintes, des défis pour les secteurs. La deuxième rencontre auquel j'ai participé à Drummondville visait le développement du potentiel de l'industrie alimentaire québécoise sur les marchés. Donc là, on parle de marché,
Puis comme tantôt je l'ai dit, c'est le marché pour d'aucuns, c'est peut-être seulement de nourrir son voisin, son rang, son village, sa région, les autres régions, les autres provinces, les autres États et le monde entier, donc à géométrie variable. On avait le conférencier d'honneur, donc les conférenciers Alain et Mélanie Chalifou, donc qui est bien connu dans l'étrier Chalifou, qui ont des projets d'expansion, qui nous a interpellés sur les entreprises, à quelle dimension, même nous, le ministère, on devait faire attention, parce qu'on couvre moins une entreprise comme eux, qui ont changé de grosseur. Donc, l'ampleur de leur entreprise, c'est pas un gros, puis c'est pas un petit. Ils est comme entre les deux, ils se sentent un peu prisonniers de nos politiques financières. Donc, et il avait présenté surtout des produits différenciés après des analyses, des études qui venaient se positionner avec une gamme de nouveaux produits. On avait eu la chance d'avoir l'expertise de Maurice Doyon, qui est bien connu, professeur titulaire d'économie agroalimentaire à l'Université Laval, Jean-Guy Côté, directeur associé de l'Institut du Québec, et Sylvain Charlebois, qui était doyen professeur de management agroalimentaire, qui écrivait encore un papier aujourd'hui dans la presse. Donc, 3 sujets qui avaient été abordés: accéder au marché, se différencier et tirer parti des potentiels, et renforcer la compétitivité et la transformation alimentaire. Ce qui était ressorti de ça, beaucoup l'innovation dans toutes ses facettes, qui est essentielle pour exploiter le plein potentiel de l'industrie, et pour les produits alimentaires qui doivent se distinguer, puisque l'offre, elle est nombreuse. Le secteur bioalimentaire et la société québécoise qui doivent pouvoir compter sur un cadre réglementaire qui, d'une part, sera souple, et d'autre côté, sera quand même rigoureux et permettre aussi d'être concurrentiel et d'avoir un haut degré de transparence dans la qualité des aliments, le respect de l'environnement, et le bien-être animal. Pour se développer, et croître, les entreprises doivent pouvoir compter sur un climat d'affaires favorable à l'investissement ainsi que d'un réseau d'appui adapté et efficace. Ça, c'était le deuxième volet, les tables. Je vais participer toute la journée aujourd'hui. Rassurez-vous, je vais participer aussi toute la journée. C'est une opportunité pour moi de vous rencontrer, de prendre du temps. Des échanges sont nombreux. Plusieurs ont sollicité des rencontres. Donc, à quelque part dans la journée, que ce soit sur l'heure du midi ou autre. Donc, on pourra avoir des échanges, gênez-vous pas. Tantôt, la Fédération de la relève m'en a passé un. Donc, c'est un message qui était sur le fait d'être des propriétaires. Puis rassurez-vous, je veux vivre dans une société de propriétaires dans laquelle on connaît les noms de famille de nos entreprises et par tradition. Donc, le secteur alimentaire n'est pas à vendre au Québec. C'est-à-dire, oui, on peut faire des transactions, mais en fait, on va avoir donc des entreprises de dimension familiale dans lesquelles on a des choix puis des options. Alors donc, l'alimentation, c'est important. Un peuple peut s'autodéterminer aussi par le fait d'être capable de se nourrir et pour être moins dépendant de l'offre alimentaire planétaire, tout en ayant quand même l'option. Merci. Donc, vous êtes en train de développer mes passions, là. Alors, on va passer à la prochaine étape. Donc, la rencontre d'aujourd'hui, fort intéressante encore. On a, j'appelle ça quand même des vedettes. Là, on est capable encore d'attirer des conférenciers renommés, reconnus, des travaillants, des gens impliqués, engagés, passionnés, pour nous parler des perspectives d'avenir, donc, pour les entrepreneurs agricoles et les pêcheurs et volets, donc, de la capture. C'est important d'en parler, j'espère, puis je demande aux conférenciers, dans leur présentation, même si ça s'adresse généralement là, aux producteurs, aux entreprises, je pourrais dire ça, aux producteurs. Dans le temps, quand j'étais jeune, on parlait des fermiers. Un jour, on a parlé des agriculteurs. Là, on dit que c'est des entrepreneurs. Peu importe comment on les qualifie aujourd'hui, c'est des gens qui, à tous les jours, ont des décisions à prendre parce qu'ils vivent et travaillent avec le vivant. Donc, c'est vivant, notre industrie. Et donc, on aura l'occasion d'aborder toutes les facettes, mais une petite attention, une petite particularité pour ceux qui vont aussi en mer. Donc, à tous les jours, leur défi, c'est avec les inondations, de prendre le bateau tous les matins, présente des risques bien différents que de prendre le tracteur sur la terre que je connais. Donc, c'est rempli de méandres quand on adresse la question de la mer. Donc, cette importance. Et on pourrait parler d'aquaculture aussi. Donc, quand on présente nos entreprises, donc,
aussi être capable de présenter toutes les facettes de ceux qui travaillent différemment, puisque ce n'est pas sur la terre qu'ils le font, c'est en mer. Donc, on a le conférencier d'honneur aujourd'hui, Claude Lafleur. Je remercie Claude pour l'ensemble de sa carrière. Je lisais un peu toute la documentation. Nos chemins se sont croisés à plusieurs fois, évidemment, et toutes les fois, donc, je pense que c'est donc par ton éthique de travail. Donc, aujourd'hui, on aura la chance de t'entendre. On a la chance aussi d'avoir des experts, donc, qui viendront nous parler d'un aspect plus quotidien. Là, Mme Desrosiers qui va nous parler des études technico-économiques. Une entreprise, qu'on dit au Québec, quand on fait quelque chose, ça mérite d'être bien fait. Bien, il y a des indicateurs, puis il y a des moyens, puis des facteurs de succès. Autant que quand on est dans notre affaire, bien, on est aussi plus largement dans des secteurs. Et là, M. Lavallée, qui va venir nous offrir donc un éventail, une évaluation. Il a regardé ce qui se passe ailleurs, puis on est à quelque part toujours un peu évalué dans le monde. Et donc, ces perspectives-là seront présentées par ses travaux, puisqu'il travaille au Conference Board du Canada. Et M. Modler, qui est professeur titulaire en développement rural à l'Université Laval. Merci. Tantôt, j'ai eu la chance de le rencontrer rapidement. On a de l'ambition pour le territoire. Okay. On ne pourra pas tout produire en Chaudière-Appalaches. Ici, on est à Lévis, Chaudière-Appalaches, c'est même une grande région de production puis de transformation. Mais il faudra développer l'ensemble des territoires. Les plans de développement de la zone agricole, ce n'était pas seulement juste faire l'inventaire puis dire qu'est-ce qu'on peut développer. Il faut mettre les ressources pour les développer, et ce qui conditionnera donc l'occupation du territoire par l'agroalimentaire. La meilleure façon de protéger le territoire agricole, c'est quoi? C'est de le développer. Il n'y a plus personne qui pensera à ce moment-là qu'il y a d'autres choses qui peuvent occuper la terre, la qualité des sols, la valeur des eaux. Donc, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé. Puis la prochaine génération, ce sera d'avoir comme on fait dans le secteur industriel, d'un parc industriel, d'avoir des commissaires industriels, on aura donc une plus grande génération là, de commissaires au développement de la zone agricole et agroalimentaire, donc qui permettra par la production et la transformation de bien occuper donc ces terres-là dans toutes ces facettes, ces dimensions. C'est quelque chose que je souhaite avec vous réaliser. Alors donc, les 3 secteurs aujourd'hui, développer des entreprises de production compétitive durable, saisir les occasions de développement des secteurs agricoles, des pêches commerciales, puis préserver et valoriser les ressources bioalimentaires et le territoire. Après aujourd'hui, commence donc, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était la 2e rencontre. J'ai dit, OK, on vient changer l'entonnoir de bord. Là, on va se retourner vers le petit goulot, là, parce qu'il faut accoucher. Hein? La gestation, c'est bien, mais à un moment donné, il faut que ça accouche. Alors, à l'automne, on aura l'occasion, donc de faire converger l'ensemble de nos travaux. Mais d'ici ce temps-là, après aujourd'hui, après les ateliers, donc on devra faire des travaux particuliers ensemble, sectoriels, faire se donner des cibles, il faut se donner de l'ambition là-dedans, pour être capable de dire vers où le Québec s'en va pour les prochaines années. Il faut présenter son futur avec une ambition puis fixer des objectifs. Si on se fixe des objectifs, on va se donner les moyens pour l'atteindre et ça me permettra aussi d'aller voir mon collègue ministre des Finances et dire « Mon ambition se mesure maintenant avec notre secteur de la transformation puis de la production. » Cette ambition-là, elle a un chiffre. Puis pour le réaliser, c'est bon pour le Québec, c'est bon pour le territoire, c'est bon pour les régions, j'aurai besoin dans le prochain budget quelque chose de plus important et plus significatif que ce qu'on a eu cette année, là, de l'ordre. Cette année, on visait des objectifs. On disait, c'est pas parce qu'on prépare une politique bioalimentaire qu'on n'a pas besoin immédiatement. Puis il faut poser des gestes aujourd'hui pour être au rendez-vous, dont le bien-être animal. Alors donc, la politique bioalimentaire, ensemble, donc, on lancera des travaux après aujourd'hui, plus par secteur, par filière, donc pour être capable de se donner des objectifs de croissance, d'accès, de développement, du plein potentiel. Puis je tiens à le rappeler, je termine là-dessus. J'aime toutes les agricultures. J'aime autant celui qui veut seulement nourrir sa famille que lui qui a de l'ambition à nourrir la planète. Il y a de la place pour tout ça. Puis on les voit arriver dans nos territoires. Une nouvelle petite filière de bleuets, là, tu sais, des petits fruits. Là. J'ai vu mes rangs, moi, où il n'y avait plus rien, se redévelopper, tasser
ce qu'on appelait nous autres la fardoche. Tasse ça, laboure, recommence à l'aimer ton territoire, commence à y redonner de la valeur, commence à y redonner de la science, de la connaissance, etc. Et de le faire jalousement. Et donc, j'ai eu de la chance dans la Lobinière de rencontrer quelqu'un qui a fait ses petits bleuets juste pour lui, là, puis de la camérise, puis il a rajouté des espèces. Quand je le rencontre, d'après moi, là, il en contamine 1000 à l'heure. Parce que dans la façon dont il m'en parle, moi, je repars transformé, puis les autres aussi. Ça me donne, puis ça libère peut-être mon potentiel, moi-même, d'aimer une prochaine terre, d'aimer ce que mon producteur fait, puis de m'y intéresser, puis de donner un coup de main. Alors, bonne journée, on va participer ensemble. Merci d'être là, je l'apprécie. C'est important. Toutes les rencontres comptent. Puis ensemble, on fera ce qui est nécessaire de faire. Merci. Merci, Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Monsieur Laurent Lessard, également député de Lobinière-Frontenac. Maintenant, question d'ajouter aux informations dont nous disposons déjà, entre autres dans le cahier qui servait de base à la journée d'aujourd'hui. Nous allons donc entendre Mme Caroline Roy, vice-présidente de Léger Marketing, nous présenter les résultats d'un récent sondage sur les préoccupations et les perceptions de la population du Québec face au secteur de la production agricole et des pêches commerciales. Madame Roy, à vous la parole. Bonjour, bien heureuse d'être parmi vous ce matin pour vous présenter les résultats, vous présenter les préoccupations et perceptions des Québécois envers le secteur agricole et des pêches commerciales. J'espère que vous êtes en forme parce que j'ai beaucoup de données à vous présenter. Voilà la présentation. Parfait. Donc, les objectifs de l'étude était de mieux connaître le niveau de connaissance, le niveau de préoccupation et les perceptions des Québécois envers le secteur agricole et des pêches commerciales au Québec et de mettre la table à vos discussions à cette troisième rencontre préparatoire. Permettez-moi d'entrée de jeu de vous donner quelques informations méthodologiques. Donc, le sondage a été réalisé par Internet du 29 mars au 2 avril dernier, donc les résultats sont récents. Au global, nous avons réalisé 1003 entrevues complètes auprès des Québécoises et Québécois âgés de 18 ans et plus pouvant s'exprimer en français ou en anglais, et ce, à travers la province. De ce nombre, 3 des répondants sont producteurs agricoles ou pêcheurs commerciaux et 8 ont au moins un proche qui travaille dans le secteur agricole ou des pêches commerciales. Les résultats ont été pondérés avec les données les plus récentes de Statistique Canada afin d'assurer la représentativité des répondants. Donc, les 3 thématiques que je vais aborder, je vais commencer par les connaissances et intérêts des Québécois à l'égard du secteur agricole et des pêches commerciales, les perceptions qu'ont les Québécois du secteur et je terminerai avec les défis et les perspectives pour le secteur. Donc, j'y vais avec le premier volet. Tout d'abord, 80 des Québécois interrogés estiment que leur niveau de connaissance à l'égard du secteur agricole et des pêches commerciales est faible. Et ce résultat est nettement supérieur à ce que nous avions observé lors du dernier sondage portant sur l'industrie alimentaire, où la proportion était de 42 %. Donc, pratiquement le double ici. Par ailleurs, le sondage dévoile que 39 % des Québécois interrogés affirment se sentir concernés par les actualités qui touchent le secteur agricole et des pêches commerciales. Cette fois-ci, ce résultat est nettement inférieur à ce que nous avons observé lors du sondage sur l'industrie alimentaire. La proportion était de 65 %. Et à la question « Quelle est votre principale préoccupation à l'égard du secteur agricole et des pêches commerciales? » 40 % des répondants n'ont pas été en mesure d'indiquer spontanément une préoccupation
liés à ce secteur d'activité, soit parce qu'ils n'y ont pas d'intérêt ou qu'ils n'ont pas su quoi répondre à la question. En contrepartie, on comprend que 60 % ont pu faire part d'au moins une préoccupation et je vais pouvoir y revenir un peu plus tard. Je poursuis avec d'autres données intéressantes. Ici, parmi les Québécois qui ne travaillent pas dans le secteur agricole et des pêches commerciales, donc soit 97 % de la population, 28 % ont déclaré avoir visité une ferme ou un bateau de pêche commerciale au cours des 5 dernières années. Fait intéressant, c'est l'analyse selon les sous-grages qui nous permet d'apprendre que les milléniaux ont été beaucoup plus nombreux que les baby-boomers à avoir fait une telle visite. On le voit, 43 comparativement à 19 %. Maintenant, pour se renseigner sur le secteur agricole et des pêches commerciales, les moyens préférés des Québécois sont les reportages à la télévision et à la radio à 63 % et 40 % l'ont identifié comme étant la principale source. Viennent ensuite les livres, journaux et magazines, Internet, donc on parle ici des médias sociaux, Facebook, Twitter, et les blogs de spécialistes et des médias. Et le bouche à oreille à 20 %. Sans aucune surprise et confirmant la tendance de fond très lourde, les baby-boomers vont préférer les médias traditionnels, tandis que les milléniaux préfèrent se renseigner avec les médias sociaux et le bouche à oreille. Ils vont en parler plus. Je poursuis avec la pratique de l'agriculture urbaine. Il est intéressant ici d'apprendre que 38 % des Québécois interrogés vivant en milieu urbain ont déclaré avoir pratiqué l'agriculture urbaine au cours de la dernière année. Or, 26 % de ceux qui n'ont pas pratiqué l'agriculture urbaine au cours de la dernière année souhaiteraient le faire, ce qui donne un total de 64 % des ménages québécois qui accordent un intérêt à l'agriculture urbaine. Donc, on voit ici définitivement un potentiel qui est à exploiter. Ce qui m'amène au deuxième volet, portant sur les perceptions du secteur. Donc, parlons tout d'abord de la dimension économique du secteur agricole et des pêches commerciales telle que perçue par les Québécois. Tout d'abord, 74 % des répondants sont d'avis que les entreprises contribuent à l'économie du Québec et à la création d'emplois. En contrepartie, 19 % pensent que non, et on a 7 % des gens qui n'ont pas su quoi répondre à la question. Par la suite, on a 64 % des répondants qui sont d'avis que les entreprises offrent des aliments de qualité à juste prix. 30 % pensent que non. Et en ce qui concerne les accords commerciaux internationaux, ici, les avis sont très partagés. On a 41 % des Québécois qui croient que cela bénéficie aux entreprises du secteur, alors que 42 % ne le pensent pas. Et au global, c'est 17 % de la population qui n'ont pas su quoi répondre à la question. Donc, ne le savaient pas. Bon, je vais y aller comme ça. Les prochains résultats sont en lien avec les perceptions et les préoccupations des Québécois avec les pratiques de production et environnement des entreprises du secteur agricole et des pêches commerciales. D'entrée de jeu, sachez que 55 % des Québécois interrogés sont d'avis que les entreprises du secteur et des pêches commerciales ont le souci du respect de l'environnement. Ce résultat est en écart avec les préoccupations de la population, puisqu'on le voit bien, 88 % sont préoccupés par les conséquences des résidus des pesticides sur la santé de la population et l'environnement, et 80 % sont préoccupés par les conséquences des pratiques sur le maintien des ressources naturelles. Il en va de même avec les écarts avec le bien-être des animaux. Ici, on a 54 % des répondants qui sont d'avis que les entreprises du secteur ont le souci du bien-être des animaux. Et en termes de préoccupation,
on voit 81 % de la population qui sont préoccupés par le bien-être des animaux et des poissons d'élevage. Aussi, il est intéressant de souligner en fait que 78 % de la population est également préoccupée par l'utilisation de plants et de semences génétiquement modifiées par les entreprises du secteur. Qu'en est-il maintenant des perceptions des Québécois à l'égard de la protection et de l'utilisation des terres agricoles? Donc, dans un premier temps, 63 % des répondants perçoivent que l'acquisition de terres agricoles par des non-agriculteurs est un enjeu pour le développement du secteur. 25 % ne le pensent pas et on a une proportion de 12 % de la population qui ne le savent pas. Par ailleurs, 73 % se disent préoccupés par l'achat de terres agricoles par des non-agriculteurs et une proportion similaire à 79 % qui sont préoccupés par la perte de terres agricoles au profit d'une autre utilisation. Je poursuis avec d'autres perceptions et préoccupations, mais ici en lien avec la main-d'œuvre et le milieu de vie. Actuellement, ils sont 36 % de Québécois qui avouent que le métier du secteur agricole et des pêches commerciales sont attrayants. Il n'en demeure pas moins que plus de 7 Québécois sur 10 sont préoccupés par l'établissement de la relève et par le maintien et la création d'emplois dans ce secteur. Par ailleurs, un Québécois sur 2 est d'avis que les particularités du métier augmentent les risques d'atteinte à la santé psychologique des travailleurs. Or, 73 % de la population sont préoccupés par les conditions de travail et de santé et sécurité des travailleurs du secteur. Pour clore ce sujet, en ce qui concerne la cohabitation entre les activités agricoles et la population québécoise, 61 % des répondants disent en être préoccupés. Ce qui m'amène au troisième volet pour parler des défis et des perspectives pour le secteur. Donc, je débute avec cette troisième section avec les principaux gestes que les citoyens peuvent poser pour appuyer les entreprises du secteur agricole et des pêches commerciales. Premièrement, 79 % des Québécois interrogés pensent que la plus grande contribution qu'ils peuvent poser pour appuyer ce secteur est d'acheter des aliments locaux et 56 % l'ont identifié comme étant le premier choix. Donc, lors du sondage portant sur l'industrie alimentaire, on arrivait au même résultat, donc dans les mêmes proportions. Deuxièmement, les Québécois nous disent, à 55 %, qu'ils seraient prêts à valoriser les aliments produits au Québec auprès de son entourage et de s'informer davantage sur le secteur et ses enjeux. Voilà. Donc, je poursuis avec les principales contributions, mais cette fois-ci des entreprises agricoles et des pêches commerciales, mais telles que vues par les Québécois. Et les résultats, ici, je les divise en 3 grandes catégories. Premièrement, celle que j'appelle santé-qualité. 46 % estiment que les entreprises de ce secteur doivent assurer aux générations futures un patrimoine agricole en santé et 43 % d'offrir à la population québécoise une diversité d'aliments de qualité. La deuxième catégorie est en lien avec le respect. 31 % des Québécois interrogés s'attendent à ce que les entreprises de ce secteur assurent le respect des animaux d'élevage et 30 % qu'elles participent à la protection de l'environnement. Et en troisième catégorie, c'est l'économie. En plus faible proportion, on retrouve 22 % des répondants qui sont d'avis que les entreprises de ce secteur contribuent à l'économie et à l'emploi, 11 % à stimuler le dynamisme des régions du Québec et à 9 % à contribuer au développement des exportations du Québec. Donc, parmi les 7 contributions proposées, les répondants étaient invités à en identifier 2. Et je termine avec les priorités gouvernementales. Donc, je les gardais pour la fin.
Donc, toujours du point de vue des Québécois, les deux priorités gouvernementales qui rallient le plus la population sont d'appuyer les entreprises qui adoptent des pratiques durables, 47 % l'ont identifié, notamment chez les milléniaux où la proportion monte à 53 %. Par la suite, c'est de protéger le territoire et les activités agricoles. Ici, je souhaite faire une petite parenthèse pour ajouter que 57 % des Québécois sont d'avis que les terres ayant un potentiel agricole ne sont pas suffisamment protégées, alors que 31 % le pensent. Bien ensuite, en plus faible proportion, le fait de faciliter l'établissement de la relève et d'appuyer l'agriculture biologique. Et l'agriculture biologique, la proportion monte à 30 % parmi les milléniaux. Après ce grand survol de toutes ces données, est-ce que les Québécois sont optimistes face à l'avenir de ce secteur? Eh bien, 34 % le sont, notamment ceux qui vivent en milieu rural, où ça monte à 39 %. 42 % se déclarent plutôt neutres face au sujet et 19 % ont fait part de leur pessimisme, et ici notamment parmi ceux qui se sentent concernés par les actualités de ce secteur où ça monte à 47 %. Moi, ce que je retiens de cette statistique, c'est qu'il y a 2 fois plus de Québécois optimistes que de pessimistes, et ça, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Et un dernier résultat avant de conclure, c'est que sachez que 61 % des Québécois sont d'avis que les entreprises agricoles et des pêches commerciales devraient exploiter tous les potentiels, qu'ils soient alimentaires ou non. Donc, on parle d'horticulture ornementale, production d'énergie et de textile. Donc, en conclusion, je voudrais revenir sur 5 grands éléments pour terminer. Je vais tout de suite les mettre à l'écran, pardon. Donc, tout d'abord, on note un certain éloignement entre les Québécois et le secteur agricole et des pêches commerciales, puisqu'une grande proportion de ceux-ci n'ont pas vraiment de proximité avec le secteur et que plus de 80 % estiment leur niveau de connaissance comme étant faible. Mais on peut tout de même percevoir un certain intérêt de mieux connaître cette industrie et de s'en rapprocher, notamment par la pratique de l'agriculture urbaine et par l'intérêt que portent les jeunes et les familles à la visite de fermes ou de bateaux de pêche. Les Québécois également préfèrent s'informer sur le secteur agricole et des pêches commerciales par des médias traditionnels comme la télévision et la radio, mais la tendance va définitivement changer avec les milléniaux qui préfèrent les médias sociaux. Globalement, les Québécois ont une perception favorable de la contribution économique des entreprises du secteur et de leur offre d'une diversité d'aliments de qualité. Une majorité d'entre eux pensent qu'acheter des aliments locaux est la meilleure façon d'appuyer les entreprises du secteur agricole et des pêches commerciales d'ici. Quatrièmement, plus d'un Québécois sur 2 considère que les entreprises du secteur ont le souci de l'environnement et du bien-être animal. Une majorité d'entre eux est néanmoins très préoccupée par les pratiques de production du secteur. De plus, les Québécois sont préoccupés par les difficultés du métier de producteur agricole ou de pêcheur et par la santé des personnes qui les pratiquent, de même que par les enjeux relatifs à la protection et à l'utilisation des terres agricoles. Et en lien avec la protection et l'utilisation des terres agricoles, ils considèrent d'ailleurs que le gouvernement a un rôle important à jouer à cet égard. En termes de priorités gouvernementales, les Québécois identifient en premier lieu un appui aux entreprises qui adoptent des pratiques durables. D'ailleurs, ils estiment que les principales contributions des entreprises du secteur agricole et des pêches commerciales à la société sont de léguer aux générations futures un patrimoine agricole en santé et d'offrir aux Québécois une diversité d'aliments de qualité. Et en terminant, je rappelle qu'il faut garder à l'esprit que les Québécois sont davantage optimistes que pessimistes face aux perspectives d'avenir des entreprises du secteur agricole et des pêches commerciales. Merci.
Merci beaucoup, Madame Caroline Roy, vice-présidente Léger Marketing. Et l'intégralité du sondage sera disponible. Vous aurez accès à toutes les données du sondage. Je crois que incessamment, tout cela sera versé sur le site du Sommet de l'alimentation. À cette somme de données, nous allons maintenant ajouter l'expérience, une expérience très riche, celle de M. Claude Lafleur. M. Lafleur est agroéconomiste, gestionnaire et investisseur d'Ange Québec, chef de la direction d'IFCO Canada. Il fut en d'autres temps directeur général de l'Union des producteurs agricoles et ensuite chef de la direction de la Coop fédérée. M. Claude Lafleur est l'invité d'honneur, comme le soulignait d'ailleurs M. le ministre Laurent Lessard tout à l'heure, donc est l'invité d'honneur de cette rencontre préparatoire au sommet sur l'alimentation. Et j'invite M. Lafleur à nous adresser la parole. Bonjour à tous. Comme dans la Ligue nationale d'improvisation, on m'a imposé le thème d'aujourd'hui. Un seul joueur pour 45 minutes, libre, et qui a pour titre « Les perspectives d'avenir pour les entrepreneurs agricoles et les pêcheurs ». En passant, le hasard de la propos quand même, parce que j'ai commencé ma carrière avec l'expression très nouvelle et très moderne à l'époque de producteur agricole, qui remplaçait le mot cultivateur, qui faisait un petit peu mon oncle à l'époque aussi. Je termine ma carrière par la mise au rencard progressive du mot producteur agricole, remplacé par une expression un peu plus jazzée d'entrepreneur agricole. Alors, c'est divertissant tout ça. Cela dit, pour être dans l'air du temps, il convient de vous donner une définition simple d'un entrepreneur. C'est celui ou celle capable de déceler une opportunité dans le marché et de mettre en œuvre tout son génie et toutes ses ressources pour combler cette demande. Autrement dit, un entrepreneur, ça entreprend et ça entreprend dans l'espoir de vivre du marché. Vivre du marché, c'est donc être capable de réaliser des transactions jour après jour dans un marché souvent mature et très compétitif. En agriculture et en pêcherie, le potentiel est énorme, toutefois. Les gens mangent 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par année, avec une espérance de vie de 85 ans, en ajoutant les collations coupables et les poutines clandestines, on arrive théoriquement et on a accès à 100 000 repas sa vie durant. Nos secteurs ont de l'avenir, certes, mais ils demandent une certaine dose de folie et de ressources aussi pour réaliser leur plein potentiel. 2 mises en garde s'imposent avant de débuter. Même si je vais faire quelques clins d'œil aux 1300 pêcheurs du Québec, je ne m'improviserai pas spécialiste des pêches, question de respect de décence, et je vais m'en tenir au secteur agricole, mais je pense sincèrement que plusieurs messages peuvent s'appliquer au secteur des pêches, dont la valeur des débarquements est tout de même de 250 millions, ce qui n'est pas négligeable. Par comparaison, les recettes agricoles du Québec sont à 8,2 milliards. 2, on associe souvent le mot entrepreneur à l'individu solitaire dans son garage en train d'inventer le bidule du siècle, mais l'entrepreneur collectif existe aussi. Les coopératives, les plans conjoints et même l'État peuvent revendiquer ce titre. Le gouvernement de René Lévesque, avec l'improbable Jean Garon à sa tête, fut un entrepreneur lumineux en agriculture. On m'a présenté tantôt comme un investisseur Ange Québec, mais je suis aussi coach-entraîneur à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Et une fois par année, on m'accorde le privilège de prendre en charge une cohorte d'une trentaine de jeunes entrepreneurs, dont la moyenne d'âge est de 35 ans, durant 24 heures, et pour parler de gouvernance d'entreprise, non pas dans le sens fiduciaire ou réglementaire du terme, mais dans le sens latin, du mot latin « gubernare », c'est-à-dire gouverner l'entreprise. Et j'utilise la métaphore du voilier, du bateau à voile, pour expliquer la façon dont les entrepreneurs individuels ou collectifs
devrait aborder le marché. Comme capitaine, chef d'entreprise, entrepreneur, l'agriculteur ou le pêcheur dispose de toutes sortes de leviers pour concevoir son navire et assurer sa manœuvre. La forme de sa coque, la grosseur du gouvernail, la hauteur des mâts, la largeur des vergues, la longueur des baumes, la solidité des drisses, la disposition des étais, des haubans. Bref, il y a des centaines et des centaines de combinaisons possibles pour ajuster la portance et assurer la propulsion du navire. Gouverner une entreprise implique une grande maîtrise de 3 volets. Le premier bloc, c'est la conception du modèle d'affaires. Peu importe la taille du voilier, petit dériveur, gros catamaran, immense 3 mâts, il doit être conçu pour prendre la mer et profiter du vent. Le modèle d'affaires doit être robuste et imaginé pour saisir les opportunités du marché et cette responsabilité de concevoir le bateau, de concevoir le modèle d'affaires, appartient à l'entrepreneur et elle ne se délègue pas. Deuxième bloc, c'est la manœuvre. Une fois le bateau dans l'eau, comment assure-t-on l'allure du bateau? Comment s'assurer de garder le cap, de garder le focus sur la mission? Quelle est l'importance des facteurs externes? Enfin, le troisième bloc, et le plus important, si vous voulez mon avis, c'est la posture du capitaine. Quelle habileté devons-nous développer et quelle attitude devons-nous adopter pour piloter le bateau à bon port, pour traverser les zones de turbulence, pour assurer la pérennité de son organisation et de son secteur? Le bloc 1, donc. Commençons par ce premier bloc. Je le répète, concevoir le bateau, le modèle d'affaires, c'est la première responsabilité de l'entrepreneur. À cet effet, il dispose de plusieurs leviers qu'il peut agencer, combiner, pour faire en sorte que l'entreprise génère du cash, le vilain mot, et d'autres bénéfices souhaités. La littérature identifie 9 composantes sur lesquelles repose le modèle d'affaires. Ce canevas classique que vous voyez à l'écran est d'ailleurs très populaire dans les écoles de gestion. Ainsi, avant d'investir dans une entreprise, personnellement, mon premier réflexe est d'examiner ces fameuses 9 composantes et d'en comprendre la portée. On ne va pas revoir aujourd'hui l'ensemble de ces volets, bien sûr, ce n'est pas le but de l'exercice, mais on va en analyser 2 ou 3 les plus pertinentes pour vous donner une idée du raisonnement d'affaires d'un entrepreneur, aussi bien pour celui qui œuvre dans les plantes médicinales que pour celle qui est impliquée en production porcine. Première chose, la plus importante, c'est quoi la proposition d'affaires? Qu'est-ce qu'on offre à nos clients? C'est la question la plus distrayante, la plus importante, la plus difficile à répondre, et c'est la vision de l'entreprise, c'est la vision du secteur, c'est la vision d'un ministère, en même temps que sa raison d'être. L'exemple est un peu boiteux, peut-être, mais il illustre toute la puissance d'une bonne proposition d'affaires, et je vais prendre Uber versus le taxi traditionnel. Comment une application innovatrice, une simple plateforme, a réussi à s'introduire dans un marché compétitif complètement saturé, avec peu de valeur ajoutée. Avec Uber, on appelle le taxi par le téléphone, on constate le nombre de minutes d'attente, on voit cheminer le taxi sur Google Maps, on embarque dans le taxi généralement propre, notre nom, notre destination, tout est déjà dans l'ordinateur de la voiture. On n'est pas obligé de parler au chauffeur, on a même coché une petite coche à cet effet-là. Le paiement, le pouvoir, tout est inclus sur la carte de crédit. Et on peut faire l'évaluation du service immédiatement après et on ne se gêne pas si la course nous a déplu. Uber, au départ, indépendamment de son acceptabilité sociale, est une proposition d'affaires qui offrait une rupture avec tout ce qui se faisait. De même, lorsqu'on pense à une politique bioalimentaire, à moyen terme, on doit penser à une proposition de valeur audacieuse. Nos fermes, notre secteur agricole, nos filières, nos bateaux de pêche, qu'est-ce qu'ils offrent aux clients, aussi bien chez nous, nationaux qu'internationaux? Qu'est-ce qui est unique chez nous? Une deuxième composante du modèle d'affaires, ce sont les partenaires clés. Le réseau auquel l'entrepreneur a accès, essentiellement pour l'aider à livrer sa proposition d'affaires et souvent pour réduire ou gérer ses risques. La question qui tue, avec qui je m'associe? Avec mon fournisseur? Avec un intégrateur? Avec un club conseil? Avec des financiers? Avec Pangea? Avec ma coopérative? Avec Équiterre?
L'entrepreneur indépendant est un mythe. Sans partenaire, l'entreprise dans une économie moderne n'est pas viable. De bons partenaires offrent des avantages comparés. On ne peut pas être bon dans tout. D'autres peuvent faire mieux, plus vite, à moindre coût. On se spécialise et on s'allie aux autres pour le partage des connaissances, des meilleures pratiques et des actifs parfois aussi. Le tout enveloppé dans une formule un peu cliché de gagnant-gagnant. Tout entrepreneur aussi doit développer une obsession des coûts de production. C'est une question de survie et de résilience. Les défis sont nombreux chez nous en agriculture. Les bâtisses et l'équipement sont plus chers à cause de l'hiver canadien, québécois, sont plus chers aussi à cause du dollar canadien. La machinerie, entre l'extravagance et la nécessité, la marge est mince au Québec. Le coût de l'alimentation animale, qui, à cause de la structure du marché, est un enjeu pour le Québec. La faible productivité en raison d'une combinaison masse critique, technologie, innovation-recherche qui est moins avantageuse, et l'accès à une main-d'œuvre vaillante et compétente reste aussi une préoccupation constante. On pourrait continuer avec les autres volets du tableau, du volet du canevas, à examiner toutes ces composantes, mais on comprend l'idée. L'entrepreneur doit composer avec plusieurs leviers lorsqu'il conçoit son modèle d'affaires. De ce premier bloc qui parle de la conception du modèle d'affaires, il faut retenir un certain nombre de constats pour l'agriculture. Valoriser le modèle entrepreneurial comme on est en train de le faire, c'est nécessairement accepter la multiplication, l'explosion des nouveaux modèles, c'est aussi embrasser l'innovation. C'est la nature même d'une classe entrepreneuriale que d'aller au-delà des cadres établis. Diversité dans la mise en marché, diversité dans la taille, diversité dans les montages financiers, diversité dans la structure et la propriété. Les fermes familiales vont probablement rester dominantes au Québec dans son mode de propriété, mais peut-être pas dans son mode de vie agricole. Intégration est solidement implantée au Québec et cela ne changera pas. Davantage de locations sans doute, davantage de maternité collective, plus de modèles Pangea, quelques André Desmarais, quelques serres Lufa, plus de regroupements de production de serres, plus d'organisations comme CAPé, plus d'agriculture urbaine. Bref, l'entrepreneuriat va de pair avec l'implantation progressive et inéluctable d'une agriculture plurielle, comme l'avait déjà anticipé le rapport Pronovo il y a 10 ans. Chez les consommateurs, le prix joue le rôle le plus important. On l'a vu dans sondage après sondage. 90 à 95 % de notre ferme, de notre agriculture, est en situation de vive concurrence, incluant celles qui sont sous gestion de l'offre, où de plus en plus la dimension de compétition internationale se retrouve dans nos prix. Elle est donc condamnée à réduire ses coûts de production. La masse critique, la productivité et l'accès aux technologies sont des incontournables en agriculture et en pêche. Sans surprise, le nombre de grandes fermes, 500 000 $ et plus, a beaucoup augmenté depuis 10 ans, pas loin de 55 %. On en dénombre 5 000 sur les 29 000 que compte le Québec, soit 17 % seulement, mais qui font 75 % du chiffre d'affaires. 5 000 fermes au Québec qui génèrent 75 % de toutes les recettes agricoles. Si vous voulez avoir une idée de ce que sera l'agriculture du Québec dans 10 ans, ce sont ces fermes-là qu'il faut surveiller. Parallèlement à cette tendance forte, il y a aussi l'extraordinaire vitalité d'une agriculture qui mise haut et fort sur le marché à valeur ajoutée, la qualité, le goût, la proximité, la traçabilité, l'absence de produits de synthèse, la santé, le bonheur dans les prix. Ici, ce n'est pas tant le prix qui échauffe la demande, mais la différenciation. Cette agriculture connaît une forte croissance. Depuis 2 ans, c'est même l'explosion. Le cégep de Victoriaville est en pleine expansion. Les cours les plus populaires aux ITA et à l'Université Laval sont les cours qui portent sur le bio. Une ferme sur 6 vend directement aux consommateurs et on note l'implication de plusieurs jeunes allumés, des néo-ruraux qui s'installent en agriculture. Cette agriculture de proximité, on la retrouve beaucoup, mais pas exclusivement dans le groupe des petites fermes, aux côtés des semi-retraités, des fermes de loisirs, des fermes à temps partiel.
ce qui n'a pas empêché les fermes de moins de 50 000 de recettes monétaires par année de légèrement diminuer au cours des 10 dernières années de 7,7 %. Leur contribution relative aux recettes monétaires est aussi en baisse. C'est 11 000 fermes de 50 000 et moins, 11 000, dépendent beaucoup du revenu extérieur et génèrent à peine 5 % de l'ensemble des recettes agricoles du Québec. Ce groupe est aussi vulnérable à une éventuelle saturation des marchés de niche et à leur faible rentabilité. Quant à la ferme de taille moyenne, entre 50 000 et 100 000, elle est coincée entre les deux, trop petite, trop grosse, avec des agriculteurs vieillissants. Les conséquences sur la structure de production sont cristallines. Cette fameuse ferme moyenne, traditionnelle, familiale, dont tout le monde se réclame, quelques 12 000 fermes en tout et partout, est en chute libre. Les chiffres de recensement nous indiquent aussi que nous sommes probablement arrivés à la fin d'un cycle en agriculture, car la capacité de transmettre la ferme d'une génération à l'autre est de plus en plus difficile. Les familles n'ont tout simplement plus les moyens d'acheter des actifs de 3 à 5 millions sans endettement massif ou sans dons substantiels des cédants. Les poches des acquéreurs ne sont tout simplement pas assez profondes, en mode traditionnel. On parle beaucoup de ceux qui souhaitent acheter des terres, pas assez de ceux qui veulent les vendre. C'est un sujet un peu tabou, mais il y en a beaucoup qui sont heureux de passer à la caisse actuellement. Le phénomène de l'accaparement des terres au Québec n'est pas nouveau. Il prend d'autres formes cependant. Paradoxalement, la majorité des producteurs d'aujourd'hui sont ceux qui se sont accaparés des terres de leurs 12 ou 15 voisins qui peuplaient et qui exploitaient une ferme dans leur rang il y a 30 ou 40 ans. La vraie question ici n'est pas tant la venue de capitaux extérieurs à l'agriculture. Ce phénomène est incontournable et de fait, nous en aurons sans doute besoin s'il faut établir de nouvelles fermes, renouveler le parc de bâtiments ou moderniser la flotte de machinerie. La vraie question donc est qui possède ces terres et comment cette propriété est mise au service de l'agriculture et non pas déviée à des fins spéculatives ou de développement urbain et industriel. On parle beaucoup de politique gouvernementale pour soutenir l'agriculture et les pêches. Il n'y a pas que le gouvernement qui peut donner de l'élan à l'agriculture, il y a aussi des acteurs privés et institutionnels. En premier lieu, évidemment, les producteurs eux-mêmes qui, par leur planification familiale, peuvent soutenir la relève. Les coopératives, par leur politique d'inclusion et de partage de ristournes. Les institutions, par une bureaucratie moins tatillonne et une réglementation beaucoup mieux équilibrée. Les plans conjoints, par une gestion plus collective et plus généreuse peut-être de leur contingentement. À cet effet, la politique des producteurs d'œufs d'incubation et d'œufs de consommation, de mettre du quota à la disposition de jeunes producteurs, est un exemple très inspirant. Il me semble important aujourd'hui d'ouvrir les discussions avec ceux et celles qui demandent un peu d'espace pour s'établir en respect des valeurs fondatrices où les intérêts collectifs priment sur les intérêts individuels. Le bloc 2, c'est la manœuvre. En situation d'entreprise, une fois que le bateau est mis à l'eau, il faut le piloter, traverser les tempêtes, l'amener à bon port. L'entrepreneur dispose de 3 dispositifs pour assurer la gouvernance de son entreprise. J'y vais rapidement, sans donner trop de détails. D'abord, ça prend des indicateurs, des tableaux de bord renouvelés quotidiennement qui donnent, par le traitement de milliers et de milliers de mesures quotidiennes, une idée précise de la position du navire, des prévisions météo, de l'état des stocks des poissons, du déplacement des autres bateaux et de l'état du marché au port. Là comme ailleurs, la navigation à vue disparaît progressivement au profit de la navigation aux instruments, beaucoup plus sophistiqués. Les communications au sein de toute entreprise, vous le savez tous, organisations, sont importantes pour donner le ton, les ordres de marche, pour mobiliser, pour encadrer, pour identifier ce qui se fait et ce qui ne se fait pas au sein de l'entreprise, au sein de la filière et au sein du marché. Les bons entrepreneurs, individuels ou collectifs, sont nécessairement d'excellents communicateurs.
Le troisième outil, c'est la capacité des entrepreneurs à lire l'environnement, à comprendre les grandes tendances, à déceler les enjeux qui risquent d'affaiblir ou de renforcer son modèle d'affaires, à réagir en conséquence. Lorsqu'on est confronté aux opérations quotidiennement, on oublie parfois de prendre du recul, d'examiner la situation à 35 000 pieds. Je me suis justement amusé à identifier les grandes tendances dans l'environnement, des pêches et de l'agriculture, et je vous annonce une tempête à l'horizon. Avancée technologique d'abord, un exemple parmi tant d'autres, la reconnaissance visuelle, très utile pour les robots de traite, les dépisteurs de maladies, les détecteurs d'insectes et de mauvaises herbes. On dit que dans le domaine de la reconnaissance visuelle, l'humain a un taux de succès d'environ 90 %. Jusqu'à tout récemment, la machine la plus efficace l'était à 70 %. Mais aujourd'hui, sur le marché, il y a des machines plus petites, plus efficaces, moins dispendieuses, qui sont fidèles à 99 %. Toutes les grandes villes du monde sont maintenant équipées de ces caméras de surveillance de nouvelle génération capables de suivre à la trace les citoyens malcommodes. Même constatation dans d'autres activités économiques, les ordinateurs n'ont maintenant besoin que de quelques secondes pour reconnaître une chanson, une odeur, traduire dans n'importe quelle langue et répondre à une question. Constat plus important, avec l'intelligence artificielle qui permet aux machines d'apprendre, ces dernières s'améliorent chaque jour et elles sont meilleures que nous dans plusieurs domaines. C'est aussi troublant que fabuleux. La révolution des robots couplée à l'intelligence artificielle est donc commencée, bien franchement. Téléphone intelligent, agriculture de précision, agriculture de prescription, robots de traite, GPS, automates, algorithmes. Les systèmes sont de plus en plus accessibles, moins coûteux et extrêmement performants. Depuis quelques mois, j'ai cessé de pitonner sur mon téléphone intelligent. Je lui parle et il me répond. Quand je lui parle trop fort, il me demande de ne pas trop le brusquer. La relation avec la machine s'installe tout doucement, mais elle s'installe. J'ai vu un petit robot australien, un petit véhicule martien d'un 4x4, apparenté au têteux de piscine. Vous savez, ces machines-là qui, toute la journée, se promènent dans la piscine pour la nettoyer. Et ce véhicule 4x4 est capable de patrouiller les champs 24 heures sur 24 grâce à sa reconnaissance visuelle, sa capacité d'apprendre, son GPS, ses capteurs de mauvaises herbes et ses lasers tueurs d'insectes. Et je ne parle pas des tracteurs autonomes et des voitures autonomes. On dit que certains disent que les enfants de 5 ans et moins, du moins ceux qui habitent en ville, n'auront plus besoin de permis de conduire. Dans 5 ans, il y a plusieurs robots domestiques qui deviendront aussi accessibles à moins de 5 000 $, un seuil psychologique pour les marchés de masse. Et comme les téléphones intelligents, ça deviendra des objets d'utilité courante. C'est une technologie qui va transformer progressivement et radicalement la société, autant que le moteur à vapeur, l'électricité et la puce électronique l'ont été à leur époque. Outre ces avancées technologiques dont on vient de parler, qu'est-ce qui va arriver encore dans 15 ans quand on regarde à 35 000 pieds? Pour nous autres, on est assez privilégiés. Les fondamentaux ne changeront pas trop. Il y a des belles opportunités pour le secteur agricole et le secteur des pêches, mais il faudra apprendre à vivre avec une volatilité qui donne le vertige. La population va augmenter, certes, de 35 % dans les 30 prochaines années. Les revenus aussi moyens vont augmenter. La production alimentaire devra donc suivre. Pas plus tard qu'il y a 2-3 ans, on prédisait une explosion des prix agricoles, un Klondike, en raison d'une demande accrue d'ici 2050. Or, la belle tempête s'est transformée en gadou. La raison principale du dégonflement des denrées agricoles est la forte capacité de production des producteurs à répondre à des prix élevés. Donnez-leur des moyens, ils vont s'adapter, ils vont adapter des technologies dont on parlait tantôt, ils vont s'agrandir, ils vont augmenter leur productivité. La demande mondiale sera aussi moins forte que prévu, selon des chercheurs de l'Université Penn State. On aurait peut-être exagéré sur le crayon. En plus, en cas de crise alimentaire, donnée très importante, et d'une flambée des prix agricoles, nous avons d'immenses réserves alimentaires. D'abord parce que nous produisons du biodiesel. 9 % de tout ce qui se produit en grains
s'en va dans le biodiesel. Si on est vraiment en crise, ça peut se convertir. Même chose, si jamais les prix augmentent beaucoup, il y a des prix des grains destinés aux aliments pour animaux qui vont aussi diminuer. 36 de ce qu'on produit, ça va aux animaux. Et le dernier, c'est le gaspillage dont tout le monde parle. 25 de ce qu'on produit est un peu gaspillé. On a des réserves. Bref, on peut s'attendre à une demande en croissance, des opportunités de marché intéressantes, surtout en exportation, mais des prix volatiles et surtout jamais des prix agricoles élevés, surtout sur de longues périodes. Dans les grandes tendances, il faut noter aussi une certaine bifurcation de la demande vers les produits sains, dits non industriels, qui causent une grande tension dans le système. Les consommateurs recherchent des produits sains, nutritifs et abordables, en gardant en tête, bien sûr, que les prix doivent être compétitifs. Chose certaine, il y a un engouement. L'industrie écoute, on la voit s'engager plus ou moins maladroitement dans ce chemin, plus par marketing que par conviction profonde, remarquez bien, mais elle s'engage. Les grandes chaînes de restaurants, McDonald's, les rôtisseries Saint-Hubert, Tim Hortons, certains détaillants exigent l'élevage en cage enrichie, une production sans OGM, sans hormones et sans antibiotiques. Cette tendance est lourde et tout le monde s'en réjouit peut-être, mais elle ajoute au coût de production sans nécessairement générer un prix plus élevé pour les producteurs. Autre point de rupture majeur, donc, le pouvoir des consommateurs qui augmentera beaucoup au cours des prochaines années. Et d'où vient ce pouvoir? Nous sommes au 21e siècle, l'information est partout, le réseau est universel, global. Branché 15 heures par jour à un téléphone intelligent, par commande vocale, on a accès à une encyclopédie mondiale. On peut communiquer, publier une opinion, acheter, vendre. Il y a plusieurs multicanaux. Il y a l'épicerie du coin, il y a le dépanneur. Et grâce aux applications sur le téléphone, achat en ligne, achat direct, accès aussi à la production locale, on le voyait tantôt, l'intention des consommateurs. Pour les entreprises plus conservatrices, cachetières, le téléphone intelligent est une arme de destruction massive. Résultat, on note un déplacement du rapport de force. Le centre de gravité du pouvoir économique et politique se déplace. Dans les années 70, avec la puissance du syndicalisme agricole, le centre de gravité était dans les mains des producteurs qui pouvaient dicter d'une certaine manière leurs conditions aux transformateurs, puis aux détaillants. Ça n'a pas duré longtemps. Les transformateurs ont pris la relève, mais là aussi, ça fut de courte durée. Dans les années 90, ce centre de gravité est progressivement passé aux mains des grands détaillants. C'est encore le cas aujourd'hui. La progression fulgurante de Walmart et d'Amazon Fresh, de même, en sont des illustrations éloquentes, mais plus pour très longtemps. Dans quelques années, je suis convaincu que le pouvoir se déplacera directement vers le consommateur. Airbnb est le plus gros hôtelier au monde. Il ne possède pas un seul hôtel. Pas un seul hôtel en propriété. C'est une plateforme numérisée, un club de rencontres sophistiqué entre le propriétaire et le client. Uber, le plus gros opérateur de taxi au monde, pas un seul taxi. Quand on y pense, là, les plans conjoints d'agriculture, il y a 40 ans, c'était une forme de plateforme 1.0, organisée bien avant tout le monde. Nous étions à une certaine époque le plus gros producteur de lait, le plus gros producteur de volaille, le plus gros producteur de porc en Amérique. Mais nos plans conjoints n'ont pas vraiment pris le virage numérique, les filières non plus. Il n'y a pas de protocole de partage et peu et pas de données libres et accessibles pour les développeurs d'applications. L'avenir de nos organisations, de nos sociétés et de nos entreprises se trouve dans le savoir, dans la compétence et dans l'interprétation de millions et de millions de données. Des investissements massifs seront nécessaires dans cette matière et c'est à méditer. Le Monde selon Trump, c'est un film plein de suspense et d'angoisse, à l'affiche depuis le 20 janvier dernier, sur des milliers d'écrans et toujours d'actualité. On ne rigole pas avec l'imprévisibilité, l'instabilité, la folie des dirigeants. Pour le Québec et le Canada, les traités commerciaux qui dictent les règles du jeu, autant dans l'ouverture que dans la protection, sont et demeurent incontournables. Une relation commerciale saine est incompatible avec des décisions populistes et le repli sur soi, c'est incompatible avec des traités commerciaux. La gestion de l'offre sera sur la table, encore une fois.
et elle aura sans doute encore à faire quelques concessions pour assurer sa survie. J'ajoute que si Trump diminue les impôts, augmente les dépenses militaires et en infrastructures, et que le Congrès ne l'arrête pas sur les baisses de dépenses qu'il veut faire dans les autres secteurs, il faut prévoir une augmentation de l'endettement américain et par conséquent de l'augmentation du taux d'intérêt. Ce n'est pas une très bonne nouvelle pour nos entreprises fortement endettées. Je pense sincèrement que la réalité va finir par rattraper les Américains. Ils vont frapper un mur et à un moment donné, ils vont montrer la porte au clown en chef, mais en attendant, on risque de payer le prix. La technologie, plus que la concurrence, plus que les politiques agricoles et gouvernementales, plus que le prix du marché, va bouleverser nos façons de faire, nos modèles d'affaires, notre structure de ferme. Il y a des emplois à risque. On nous dit dans les études très sérieuses que 75 des emplois que je vais vous nommer vont disparaître d'ici 10 à 15 ans. Vendeurs au détail, comptables, percepteurs d'impôts. L'impôt ne disparaîtra pas, les percepteurs, oui. Camionneurs, il y a 3 millions de personnes qui sont au camionnage aux États-Unis. Chauffeurs de taxi, de bus, employés de bureau, arbitres de sport, avec toutes les caméras qu'on connaît aujourd'hui, agents et courtiers, immobiliers, techniciens, analystes financiers, agents de sécurité. Il y a des métiers qui ont moins de 2 de chances de disparaître. Ingénieurs, travailleurs sociaux, psychologues, allez savoir pourquoi, physiciens, médecins, dentistes, gestionnaires en ressources humaines, analystes de systèmes informatiques, pharmaciens, thérapeutes de mariage, chefs d'entreprise et agriculteurs-pêcheurs. En raison de la nature et de la vitesse explosive de tous ces changements, on entre dans une économie de rupture et de résistance active. Parce qu'il y aura des gagnants, bien sûr, mais il y aura aussi des perdants, des exclus. La prochaine politique bioalimentaire, peu importe sa portée, peu importe sa rigueur, devra faire des choix et donc composer avec cette réalité. Elle fera face à des vents de face lorsqu'elle sera annoncée. Pour faire face à la volatilité des prix et aux humeurs changeantes, les fournisseurs, les transformateurs et les détaillants vont resserrer encore davantage leur chaîne d'approvisionnement. Vous n'avez rien vu. De façon à assurer leur approvisionnement, à assurer la salubrité des aliments, la traçabilité, etc. L'intégration verticale à grande échelle se poursuit. Bayers, Monsanto, ensemble, travaillent sur une acquisition une fusion de 66 milliards. Potash Crop, Agrium, 30 milliards. ChemChina, Syngenta, 43 milliards. Dupont d'Art, 68 milliards. Ce ne sont pas des investissements dans de nouveaux produits ou de nouvelles capacités productives, mais plutôt une manière de restructurer leurs actifs et d'avoir un plus grand contrôle sur le marché. C'est pour ça qu'ils font ces mergers-là, ces fusions-là. Agropur, la Coop fédérée, malgré leur taille considérable et leur succès, font figure de nains sur la scène internationale. Dans un tel contexte de consolidation, les producteurs pêcheurs, aussi bons et aussi efficaces soient-ils, aussi arrogants soient-ils, individuellement, n'ont pas beaucoup de pouvoir de négociation. Sans regroupement, sans rapport de force, ils risquent de devenir les pauvres innocents au bout de la chaîne, et nous sommes condamnés au Québec à travailler ensemble, d'où la nécessité de l'intervention de l'État comme moyen de contrer les imperfections du marché et d'agir comme régulateur et même comme contre-pouvoir au pouvoir abusif de certains entrepreneurs, individuels et collectifs. D'où le maintien des plans conjoints et d'une gestion de l'offre moderne comme plateforme 2.0 pour regrouper l'offre, pour affronter la consolidation exponentielle et pour reprendre le dialogue avec les consommateurs. D'où le soutien à des filières capables de résister et même d'affronter sur leur propre marché les multinationales américaines et européennes. Comment réagir à tous ces bouleversements? J'ai travaillé avec des Indiens de l'Inde. Et généralement, la culture nationale est très fataliste dans ce pays. On ne peut pas changer de destin selon eux. On commence au point A et d'une façon circulaire, on revient au point A et c'est notre karma. On se reprendra dans une autre vie. Dans les sociétés occidentales, au contraire, on a la prétention d'influencer le destin. On commence au point A et on finit quelque part au point B, plus haut, plus fort. Les Indiens nous disent qu'on commet un péché d'orgueil épouvantable et de vouloir changer de destin compte tenu
de la finalité de nos vies humaines. Quoi qu'il en soit, la mentalité de l'entrepreneur typique s'apparente davantage à cette notion aux jésuites de changer le monde plutôt que de le subir et de saisir les opportunités dans un environnement même hostile, même changeant. Par conséquent, les valeurs évoluent. Toujours. La différence entre moi et mes 3 garçons est beaucoup plus grande que celle entre moi et mes propres parents. Personnellement, comme bien des baby boomers issus de milieux modestes ou pauvres, comme c'était le cas chez nous, la réussite sociale passait par la possession, la belle maison, la belle voiture, la bibliothèque bien remplie, la collection de CD, les beaux tableaux. Pour les milléniaux, en tout cas pour mes garçons en particulier, la possession n'est pas aussi importante. Les voitures sont rares, il n'y en a pas. Les appartements sont pratiquement vides de livres, de CD, d'outils, de cassettes, de bibelots. Si la possession n'est pas importante pour eux, l'accès, lui, est important. Ils ont accès à 100 millions de chansons, de musique grâce à Spotify pour 10 piastres par mois. Ils ont accès aux livres sur Amazon. Ils ont accès aux films loués sur Netflix. Le transport par application transit, c'est formidable. Ils font une vie plus simple, moins d'endettement, plus bienveillante pour l'environnement. La qualité de vie est au centre. La priorité est au bien-être, à la famille, au temps de qualité. Le partage des connaissances n'est pas vu comme un rapport de soumission. Et on voit beaucoup d'entrepreneurs avec un « E ». C'est dû au féminin aussi. Plus de filles aux études avancées que de garçons. Et je vous prédis que la ferme de demain sera infiniment plus automatisée, plus robotisée et moins dépendante de la force brute pour gérer le quotidien. Je comprends qu'il s'agit peut-être d'un phénomène très urbain, les valeurs que je vous ai parlé, très plateau Mont-Royal, mais les jeunes ne sont pas imperméables à ces changements culturels. Je pose une question qui choque, juste pour le bénéfice de le faire. La possession à tout prix de la terre et du quota qui dope l'endettement, la vie durant, est-ce que c'est aussi nécessaire? Il faudra investir au moins 20 milliards de dollars dans notre secteur agricole au cours des prochaines années pour actualiser et moderniser les actifs. Il faudra faire attention à nos jeunes entrepreneurs, car ces derniers qui sont au cœur de cette révolution en cours auront besoin de capital d'investissement, de ressources, d'applications informatiques, de programmes innovateurs, d'une communauté de mentors et de conseillers et de la générosité de nos institutions. En raison du fait que les technologies décuplent la capacité de gestion et de productivité de ces jeunes allumés, on risque de se retrouver ou de développer une génération de jeunes entrepreneurs qui s'ennuient parce qu'ils n'ont pas accès aux capitaux, parce qu'ils n'ont pas accès à la technologie, parce qu'ils n'ont pas accès aux quotas, qu'ils n'ont pas accès à la terre. La relève ne travaillera pas pour un modèle d'affaires dépassé, elle travaillera pour une entreprise bien de son temps et offrant un potentiel élevé. En entreprise, à l'intérieur d'un secteur économique, je finis, il y a des symptômes qui ne mentent pas. Ainsi, lorsqu'on constate au sein de nos troupes qu'une faible ou même absence de rentabilité, que les parts de marché sont en déclin, que ceux et celles qui y travaillent ont peu d'enthousiasme, sont démotivés, sont désengagés, un peu de détresse psychologique par-dessus ça, que le recrutement et la rétention sont difficiles, que les exploitants sont continuellement débordés, pris dans des urgences incroyables, les dossiers importants ne se règlent pas. 3, 4, 5, 6, 7 ans. Ceux qui ont 7 ans se reconnaissent. Vos principaux collaborateurs sont complaisants. Ils vous trouvent bon. Les recettes du passé sont garantes de l'avenir. Pire, quand vos amis et vos conseillers vous disent que vous êtes bon, c'est que le modèle d'affaires ne convient plus. Il est temps d'effectuer une transformation, de faire un pivot, de se remettre en question, bref, de revoir le modèle d'affaires de la coque au gréement, en passant par la posture du capitaine. Nous voilà à la fin. Depuis 35 ans, ça définit mon âge, j'entends des esprits chagrins nous dire que le bioalimentaire du Québec n'est pas assez jazzé, pas assez de formation, pas assez de recherche et d'innovation, pas assez audacieux, trop petit, trop endetté, trop conservateur, trop attaché à une gestion de l'offre dépassée, trop pompé par l'UPA, trop anesthésié par les programmes gouvernementaux. Pourtant, nous avons une agriculture plus diversifiée que jamais dans un monde qui vise justement l'uniformité. Nous avons l'ébauche d'une agriculture unique, différente, singulière, à l'intérieur de l'espace canadien et nord-américain.
Selon le bulletin alimentaire du Conférence du monde que vous allez entendre tantôt, le Québec affiche un A, je m'excuse pour se couper, pour sa sécurité alimentaire, pour sa capacité à ne pas manquer de nourriture, à offrir des aliments abordables et accessibles. Toute proportion gardée, les fermes québécoises sont les plus rentables au Canada. Le Québec affiche un A aussi pour le nombre de jeunes qui choisissent l'agriculture comme métier. Ce n'est pas des gros chiffres, on s'entend, mais c'est la meilleure performance nationale. Les fermes du Québec affichent le taux le plus élevé d'exploitants agricoles à plein temps au Canada. Les fermes québécoises sont aussi les plus vertes. Pratiquement 3 fermes sur 4 ont un plan environnemental bien établi au Québec. À 72 %, c'est la meilleure performance nationale. C'est aussi ici qu'on retrouve le plus grand nombre de fermes bio, 30 % des fermes canadiennes. Dans le secteur animal, on transforme 70 % de tout ce qu'on produit. C'est des multiplicateurs économiques incroyables, contre 30 % pour le reste du Canada. La balance commerciale est même positive, en ajoutant un peu de chocolat là, sur le plateau des exportations. Question finale, ne pourrait-on pas renforcer ces attributs, cette différenciation, par des acteurs privés et publics qui soutiennent cette vision, par une politique bioalimentaire bien articulée, plurielle, nordique, courageuse, bien dotée financièrement? Chose certaine, on n'a pas les moyens de manquer notre coup cette fois-ci. Pour citer Gaston Miron, le grand poète national, nous sommes tous conviés à aller au-delà de soi, à faire un voyage abracadabrant. Nous disposons d'une classe d'entrepreneurs intéressante, petits, gros, ouverts à la formation, à l'innovation, qui sont au travail. Ils sont là, ils réfléchissent et ils amorceront bientôt une autre phase de transition et de croissance. Malgré le risque, malgré les incertitudes, je les sens toujours prêts à se lancer dans de nouvelles aventures. Ce sera fascinant. Allez, souhaitons-nous bonne route. Merci. Merci beaucoup, M. Claude Lafleur, pour votre perspective très consciente, je dirais, très réaliste, peut-être un peu troublante par moments. Et M. Lafleur est disposé à répondre à quelques questions et nous avons quelques minutes à notre disposition. Donc, il y a 4 micros dans la salle. Si vous avez des questions à adresser à M. Lafleur, et je vois au numéro 4, micro numéro 4, M. Mousseau. Oui, M. Lafleur, vous parlez de l'agriculture plurielle, des potentiels qui existent. Moi, je travaille dans les serres, ça fait 30 ans qu'on est supposé développer. Ça développe en Ontario, ça développe en BC. On n'arrive pas à développer au Québec. C'est quoi qui manque dans la recette quand vous me dites que l'agriculture de demain, elle va être plurielle et elle va permettre à tout le monde de pouvoir développer à la dimension que ça devrait être? Vous posez une question que je discute de temps en temps parce que je travaille de proche avec des gens qui sont dans les serres. Je vous l'annonce, je suis président du conseil d'administration des serres de Mers, avec M. Demers qui est dans la salle ici. Cette question-là taraude des producteurs. Nous avons un retard considérable par rapport aux Ontariens. Et c'est sûr que la solution va se trouver par un coup de pouce important au niveau des capitaux qui vont venir soutenir le développement de cette production-là. On est dans un système plutôt familial qui, de génération en génération, s'endette. Et à chaque fois qu'il faut rembourser l'endettement, on est 5, 6, 7 ans en attente de payer la dernière technologie, qui fait en sorte qu'on a toujours ce rattrapage à faire là. L'endettement, pour nous, est un frein actuellement. Et la venue de capitaux extérieurs, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut regarder sérieusement. C'est les capitaux extérieurs qui vont nous permettre de faire les bons en avant. Et je dis ça parce que tant qu'on va seulement 10 % du marché, puis on peut en avoir 30, mais rester aux commandes de nos entreprises, même si c'est des capitaux extérieurs, il y a des fonds qui s'intéressent à l'agriculture, comme vous savez. Ces fonds-là ne sont pas obligés d'aller dans les terres, ils peuvent aller dans nos structures de production également. Ça, c'est un avenue pour moi qui m'apparaît intéressant, plutôt que de courir après la banque à rembourser nos dettes constamment. C'est la structure d'endettement actuellement qui ne nous permet pas de progresser aussi vite qu'on voudrait. Une autre question? Oui, toujours au micro numéro 4. Jean-Marie Rainville, producteur maraîcher.
Nos carrières ont presque cheminé ensemble, moi de mon côté comme producteur, et j'ai toujours senti que j'étais responsable de mon bonheur ou des autres événements au cours. Et j'ai bien aimé votre image là, du bateau. Je voudrais rappeler à notre ministre qui a probablement un 3 ou un 4 mois comme navire à cheminer. Et il y a de moins en moins de matelots pour faire face aux pirates de chaque côté qu'on peut imaginer, l'environnement ou le mamelot, qui veulent s'accaparer ou nous limiter dans nos perspectives à développer nos secteurs. Quand je pense au milieu humide face à l'environnement ou au dézonage de nos terres agricoles. Donc, c'est un commentaire dont prend acte M. Lafleur. Une dernière question, micro numéro 3. Oui, bonjour. Moi, ma question, c'était par rapport au fait qu'à l'époque, peut-être à l'époque des cultivateurs, on disait « quand on veut, on peut ». Moi, je suis sous l'impression qu'aujourd'hui, la relève, c'est quand on peut, on veut. Je me demande si vous avez l'impression que la loi, la M35.1 sur la mise en marché des produits agricoles, a à être ouverte pour permettre justement à ce que ce dont vous parlez, qui est un mythe, qui est l'entrepreneur indépendant, je pense qu'il est un mythe parce que le contexte législatif est trop contraignant. Pensez-vous que c'est possible de voir une agriculture parallèle au modèle plus productiviste qui est permis, puis justement permettre ce dont vous avez beaucoup parlé, qui est l'innovation? Je pense que l'innovation a lieu quand le contexte le permet. Puis pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que c'est au niveau législatif qu'il faut ouvrir. D'abord, j'aime beaucoup votre question. Je ne toucherai pas à la partie législative. Je pense que dans le discours, j'ai fait un appel non seulement au gouvernement, mais aussi à nos institutions, les plans conjoints et la gestion de l'offre, pour avoir cette ouverture-là qui, au départ, est une ouverture fondatrice. Ceux qui étaient là au départ ont vu des choses que les plans conjoints ont faites, comme par exemple le prix du lait est le même payant d'Abitibi qu'à Montréal, alors qu'il y a une bataille là-dessus, la bataille des 2 laits. Il y a eu des moments de grâce dans le mouvement collectif qui étaient très inclusifs. Alors, je vous dirais que quand on parle de petites fermes actuellement, des gens qui veulent s'ajouter au nombre de producteurs, on serait tous gagnants que d'avoir ces gens-là aux côtés d'une agriculture plus grosse, plus productiviste, comme vous dites, mais on aurait intérêt à ouvrir le dialogue avec ces producteurs-là. On parlait des serres, on fait un peu de production agricole chez nous, c'est-à-dire que je ramasse pas mal de cailloux, là, mais ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a un marché, mais il y a aussi du monde qui veulent travailler, qui sont capables de vivre bien pour 50, 60, 80 000 par année sur des fermes qui sont relativement petites. Mais ça prend de l'ouverture pour pouvoir faire un certain nombre de productions. On comprend toute la dimension de l'innocuité des aliments, tout ça. Mais je pense que le dialogue doit s'ouvrir pour être plus inclusif. C'est un des messages, je pense, de la politique agricole, la future qui s'en vient, malgré tous les obstacles. Merci donc. Encore une petite question rapide, micro numéro 3. Sylvain Vachon, producteur agricole dans le nord de l'Abitibi-Témiscamingue. Vous avez fait allusion à la masse critique. J'aimerais avoir plus de précision sur ce que vous vouliez dire par rapport à ça, quand vous avez parlé justement de ce principe-là de la masse critique. Chez nous, quand on fait des framboises, ça coûte 12,5 la framboise. Je le dis souvent, parce que je n'ai pas assez de framboisiers. À un moment donné, ça prend, une fois que tu as des frais fixes, là, normaux, ça prend un peu de masse critique pour couvrir tes coûts et espérer dégager un peu de bénéfices. C'est dans ce sens-là. Je ne parle pas des masses critiques de 500 000 puis de 3 millions, mais ça prend quand même un seuil minimum, une masse critique minimum pour permettre la production. Autrement, on fait une production d'esclaves de la terre aussi. Est-ce qu'on peut élargir ce principe-là à des masses critiques par rapport à un territoire? Là, vous m'emmenez quelque part, là, je ne suis pas sûr.
L'Abitibi, c'est assez gros comme territoire. Vous voulez encore prendre de l'expansion? Je ne peux pas répondre à ça, merci. Merci, M. Lafleur. Merci à vous dans la salle pour les questions. Et M. Lafleur sera avec nous tout au cours de la journée. Il sera possible d'avoir des échanges, bien sûr, avec lui, si vous le souhaitez. Et peut-être tout de suite, d'ailleurs, parce que nous sommes rendus à la pause, et une pause d'une douzaine de minutes, de façon à ce que l'on rattrape de façon précise l'horaire qu'il est impératif de suivre. Donc, la pause qui aura lieu dans le foyer Chaudière-Appalaches. Encore une fois, j'insiste sur la nécessité de respecter l'horaire. Soyez donc de retour à 10h25 ici dans la salle. Merci beaucoup. Bonne pause.